Salut! Aujourd'hui, vidéo 2 en 1, puisqu'on va à la fois analyser le parcours de la troisième semaine et à la fois faire le bilan de la seconde. Dans la bataille au maillot jaune, un homme a marqué mon esprit et c'est Jonas Vingegaard. Caca dans la culotte, caca dans la culotte. C'est ça, les grands Je m'explique. Bien que le Slovène Pogačar a été le plus impressionnant sur la route durant cette deuxième semaine, puisqu'il a réussi à récupérer 3-4 secondes avec son punch au Grand Colombier, comme je l'avais prédit, et qu'il ait réussi à creuser un petit trou d'un Jouplan, bien que le Danois l'ait finalement comblé, eh bien, Tadej Pogačar a été le plus fort sur la route. Mais là où Vingegaard est marquant, c'est dans son attitude. Une attitude tout simplement de fils. En fait, on dirait que c'est le fils de Pogačar et on dirait qu'il va lui demander la permission presque pour attaquer. Bien qu'il ait fait rouler son équipe lors des 2 chantiers alpestres de ce week-end, eh bien, Jonas Vingegaard n'a absolument rien tenté et il s'est même totalement liquéfié face à Tadej Pogačar, surtout dans cette étape de Saint-Gervais. Eh bien oui, parce que Pogačar lâche la route d'Adam Yates, c'est un signe de faiblesse. Alors c'est peut-être du bluff, ça n'est peut-être pas, on ne sait pas, on ne saura jamais. Mais même si c'est du bluff, même si tu penses que c'est du bluff, t'as fait rouler ton équipe pendant 2 jours comme des fous. La porte, il a fait, je sais pas, 180 bornes devant le peloton. Tout ça pour que tu ne tentes rien, de rien. Même quand Pogačar montre des micro-signes de faiblesse, même si tu peux penser que c'est du bluff, faut tenter. Respect, ça? Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Est-ce que tu crois que c'est du respect? Hein? Ça rejoint ce que j'avais dit lors du débrief de la deuxième étape, c'est que Vingegaard, lorsqu'il est face à Pogačar, il manque tout simplement de cojones. Et en ce sens, les 2 prochains jours tombent à pic. Déjà, parce que l'étape de ce mardi, c'est un contre-la-montre entre Passy et Combloux, avec notamment la côte de Domancy, un contre-la-montre très court, avec une côte. Pour moi, il y aura de très très fins écarts. Les écarts seront vraiment minimes entre Pogačar et Vingegaard en tout cas. Et pour moi, les deux savent gérer la journée de repos, donc il n'y aura pas de journée de surprise par rapport à cette journée de repos entre ces 2 coureurs. Mais pour moi, ça fera des micros écarts, mais donnera une tendance actuelle pour le lendemain. Car le lendemain, on a le terrible col de la Lose, là où Roglic d'ailleurs avait lâché Pogačar, comme on le voit derrière moi, en 2020. Et là où en fait c'est le meilleur grimpeur qui est couronné, c'est celui qui est le plus fort, qui passera en tête du col de la Lose. Dans ce col, dans ces pentes, même s'il y a un 1% de forme en moins, même si vous êtes un tout petit peu moins bien que la veille ou que votre adversaire, eh bien tout simplement cet écart il se voit et il se multiplie. Et tout simplement, lorsqu'il y a un écart, pour moi c'est presque impossible de le combler. On l'avait vu en 2020 avec Pogačar qui avait lâché et qui n'avait jamais réussi à rentrer sur Roglic. Je pense que cette fois, si Vingegaard est lâché, ça va être dur de rentrer. Donc voilà, 2 étapes qui vont se faire au forceps, au physique pur et dur. Si Vingegaard, on le voit coller dans la route Pogačar tout le long du col de la Lose, je pense que tout simplement il perdra ce Tour de France d'une manière ou d'une autre samedi. Mais voilà, pour moi ce col doit mettre tout le monde à sa place et ces 2 étapes vont nous dire qui physiquement est le plus fort des 2. Bien que j'avais dit que ces étapes correspondaient mieux à Vingegaard, d'ailleurs c'est le cas puisqu'il a perdu moins de temps que ce qu'il avait perdu à Cauterets et au Puy-de-Dôme, mais il n'a quand même pas réussi à faire la différence et avec la conjoncture actuelle, peut-être que finalement Pogačar a plus de chances de gagner, bien qu'il faut qu'il reprenne ses 10 secondes. Mais rien n'est fait, parce que après ces 2 jours dantesques, on aura 2 jours plus tranquilles, presque de repos j'ai envie de dire, et en fait c'est une très bonne chose, puisqu'on a 2 jours où on met tout physiquement, et après on a 2 jours où on peut récupérer. Et cette récupération, elle sera très très importante en vue de l'étape de samedi et l'arrivée au Markstein. 130 km, 6 cols, de quoi renverser le classement général. Parce que oui, les étapes du début de semaine se feront à la cuisse, celle-là peut se faire à la cuisse, mais aussi à la tactique. Et je pense que là, ça peut être vraiment très très intéressant avec les 2 jours en plus de repos, voilà, de transition qu'il y aura entre les deux, où tout le monde est fatigué, je pense que ça va rouler tranquille. Et bien tout simplement, ce jour-là, ça pourrait être le feu d'artifice, ça pourrait être dans toutes les montées, on pourra avoir des attaques de n'importe qui. D'autant plus que le lendemain, c'est les Champs-Élysées, les coureurs pourront donc tout donner sur toutes les étapes de haute montagne de cette 3e semaine. Et en ça, je la trouve extrêmement bien tracée cette 3e semaine, il faut le dire. Thierry Gouvenou, autant l'an dernier, je t'avais insulté parce que les étapes, je les trouvais pas très bien tracées, autant cette année, toutes les semaines, lorsqu'on les regarde, on les prend une à une, elles ont une certaine logique et cette dernière semaine, pour moi, c'est la plus cohérente et c'est la mieux définie. Maintenant, depuis tout à l'heure, je vous parle d'un feu d'artifice, mais ce sont les coureurs qui font la course. Par exemple, Cauterets, je voyais une étape galvaudée, je voyais une procession, et ben on a eu des attaques à plus de 50 km de l'arrivée, c'était un truc de fou. D'autres étapes qui étaient peut-être un peu mieux tracées, notamment ce week-end, pour partir de loin, on n'a rien eu. Et peut-être que cette semaine, enfin en tout cas ce samedi-là, ça va être la même chose, puisque
Mercredi, on attendra juste les pentes du col de la Lose qui sont tout simplement terribles. Mais ce samedi, eh bien on verra tout simplement. Et puis ça dépendra aussi du classement général, de comment il aura bougé. Donc voilà, ce sont les coureurs qui vont nous servir sur un plateau, ceux qui vont faire cette semaine. En tout cas, on a quand même vécu 2 super semaines de Tour de France. Il nous manque un peu une petite victoire française là depuis Victor Lafay, on a réussi à se mettre sous la dent. Les Français, on les attend dans cette 3e semaine, notamment David Gaudu qui est pour moi la meilleure chance française de victoire. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, vous connaissez la musique et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.